Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence qui est organisée par la chaire Monde francophone de l'Académie royale de Belgique, qui est en collaboration avec ou en partenariat avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Et aujourd'hui, c'est la troisième conférence d'une série de 4. Nous allons parler sur les nexus climat au conflit et nous avons l'honneur d'avoir deux orateurs que je vais devoir présenter maintenant. Le premier orateur, c'est le professeur Raphaël Chimanga Mwamba. Il est docteur en hydrologie de l'Université de Rhodes en Afrique du Sud. Il est présentement professeur full à l'Université de Kinshasa où il a créé et dirige le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. Donc, il s'est vraiment spécialisé en tout ce qui est gestion des eaux du bassin du Congo. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques en hydrologie et il dirige plusieurs travaux de recherche dans le domaine lié à la gestion des ressources en eau du bassin du fleuve Congo. Il a participé également à la publication de plusieurs livres dans les domaines de l'eau et récemment, donc à la COP27, il a été le chef de la délégation pour le compte de la RDC en Égypte. Et notre deuxième oratrice, c'est professeur Sandra Suarez, que nous avons l'honneur d'accueillir, d'avoir en présentiel ici dans la salle. Elle est docteure en sciences appliquées de l'Université catholique de Louvain dans le domaine de l'hydraulique. Et actuellement, il est professeur ordinaire et vice-doyenne de l'école polytechnique de Louvain. On est toujours à l'Université catholique de Louvain. Et avant, elle a débuté sa carrière scientifique au FNRS, où elle a été chercheur qualifié jusqu'en 2011. Elle mène ses recherches à l'Institut de mécanique, matériaux et génie civil, au pôle de génie civil environnemental, dans les diverses thématiques liées à l'hydraulique, aux écoulements des crues en rivière et du transport des sédiments, sur lesquels elle compte plusieurs publications scientifiques et encadre plusieurs thèses de doctorat. Aujourd'hui, elle travaille et collabore avec plusieurs acteurs scientifiques et de la société civile sur la thématique liée à la gestion de l'eau. Elle est également fortement impliquée dans des projets de coopération scientifique avec des pays du Sud à travers les réseaux RECIF et des projets financés par la RES, notamment en Haïti, aux Philippines. Et donc, voilà, nous allons accorder la parole au professeur Raphaël Chimanga qui va faire sa présentation et juste après lui, on aura un regard un peu du Nord sur la même thématique. On donnera la parole au professeur Sandra. Merci. OK. Merci beaucoup, professeur Adimboui. Merci à toutes, merci à tous. Et vraiment, merci de m'avoir donné cette opportunité pour que je puisse partager nos savoirs sur le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, la gestion des ressources en eau. Alors, c'est que nous sommes en train de travailler dans le cadre général du nexus climat ou conflit dans le bassin du Congo. Alors, ici, je prends comme sous-thème, c'est les défis stratégiques de la gestion des ressources en eau. Alors, j'ai déjà été présenté, je n'ai pas encore à me représenter, mais je signale que je suis à l'Université de Kinshasa. L'Université de Kinshasa vient actuellement de créer l'école régionale de l'eau. Alors, pour mieux faire face aux questions, aux défis de gestion de l'eau en République démocratique du Congo et aussi, bien entendu, dans la région du bassin du Congo. Alors, l'économie de ma présentation se présente comme suite, c'est que je parle un peu de la compartimentation et distribution inégale de l'eau sur la Terre et en Afrique. Je crois que nous tous, nous sommes au courant de ceci, mais ce sera juste un petit rappel. Et la dynamique climatique, sécurité environnementale et changement des systèmes socio-économiques en Afrique. Je vais un peu m'appesantir un tout petit peu sur la RDC Paix Solutions, qui est la vision du gouvernement congolais en matière de
de la gestion des ressources naturelles de la RDC et du bassin du Congo. Et puis après, je vais m'attarder un peu sur les potentiels hydrologiques de la RDC et du bassin du Congo. Et je vais évoquer des éléments pour le besoin d'une stratégie de gestion durable des bassins, des ressources en eau du bassin du Congo. Alors, ici, je suis en train de parler un peu de la compartimentation, oui, compartimentation, distribution inégale de l'eau sur la terre en Afrique. C'est une image qui est vraiment familière à nous tous. Nous savons ce que nous avons en termes de pourcentage d'eau douce par rapport au volume total d'eau de la terre. C'est un peu infime. Et dans ce contexte, c'est que nous devons préserver nos ressources en eau. C'est qu'il y a le principe de gestion intégrée des ressources en eau qui nous interpelle pour dire que l'eau douce est vulnérable, elle est finie, elle est épuisable et devrait être protégée, bien entendu pour nos générations et les générations futures. Mais dans cela, il y a aussi les besoins économiques. Comment est-ce que nous pouvons exploiter l'eau pour que nous puissions rencontrer les préoccupations du bien-être socio-économique. Alors, voilà, lorsque nous prenons la carte de l'Afrique, nous prenons la carte de l'Afrique, nous voyons qu'il y a un tableau de pénurie qui s'annonce au niveau du nord de l'Afrique, mais aussi au sud de l'Afrique, en Afrique australe et en Afrique du Nord. Mais nous avons un tableau un peu d'une abondance relative en termes de disponibilité de l'eau, en termes de pluviométrie au niveau de l'Afrique centrale, qui est principalement représentée par le bassin du Congo et dont la RDC détient presque 70% de la superficie totale du bassin du Congo. Alors, ici, nous avons le grand bassin fluvial de l'Afrique, dans le bassin d'Orange, Limpopo, Okavango, Zambèze, Congo, le bassin du Congo, le bassin du Nil, le bassin du lac Tchad, Niger, Sénégal, etc. Mais nous voyons qu'en termes du volume d'eau généré par chaque bassin fluvial, le bassin du Congo est de loin supérieur par rapport aux autres bassins fluviaux de l'Afrique. Le bassin du Congo a un module moyen qui est établi à environ 41 000 mètres cubes par seconde. Mais lorsque nous voyons, par exemple, le Nil, c'est environ 2830 mètres cubes par seconde. Mais alors, ça, c'est le paradoxe que nous sommes en train d'évoquer, c'est que avec ces modules, les deux modules, nous prenons seulement le 2K. Si nous partons dans le bassin du Nil et nous sommes dans le bassin du Congo, les investissements en termes d'accès aux services de ressources en eau, c'est le jour et la nuit. C'est dans le bassin du Nil, il y a eu plus d'investissements en termes de ressources, d'accès aux services de ressources en eau. Alors, quel est le défi? Quel est le problème? C'est ça, c'est que nous sommes en train d'explorer pour voir comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons orienter les stratégies de gestion durable de ces ressources en eau pour permettre, bien entendu, la conservation de ces ressources en eau, mais aussi le développement des communautés, le développement socio-économique des communautés à partir de ces ressources en eau qui sont disponibles. Alors, il y a eu un rapport sur l'état du climat en Afrique de 2019, le rapport de l'Organisation météorologique mondiale, qui retrace un peu la dynamique climatique, mais aussi de là, nous tirons les conséquences de la sécurité environnementale, le changement des systèmes socio-économiques en Afrique. De ce rapport, le point essentiel, le point clé que nous pouvons relever de ce rapport, c'est qu'il y a élévation des températures, distribution irrégulière et anomalie des précipitations, il y a pénurie de l'eau, il y a élévation des niveaux des océans et érosion côtière, intensification des événements extrêmes, croissance démographique et changement d'occupation des terres,
Et tout cela a des impacts sur la santé et la biodiversité, des impacts sur les systèmes de production et la sécurité alimentaire, les modes de production le plus robuste au niveau de la région, c'est l'agriculture qui dépend bien entendu de la disponibilité de l'eau et aussi il y a l'agriculture pluviale. Il y a la distribution inégale des ressources et tout ceci mène au conflit. Maintenant, nous sommes en train de voir, d'assister à beaucoup de conflits au niveau de la région. Alors, la RDC, je parlais de la vision de la RDC en tant que RDC Pays Solution. Pays Solution par rapport à quoi? C'est par rapport à ses forêts, ses mangroves, ses tourbières, ses ressources en eau douce, ses minéraux stratégiques comme une réponse naturelle aux problèmes du climat. Donc, comme on appelle les solutions basées sur la nature. Alors, le pays détient plus de 70% des forêts du bassin du Congo, 52% de réserves d'eau douce du continent africain et 10%, bien entendu, des réserves d'eau douce du monde. Il y a d'énormes réserves de minéraux stratégiques, dont les cobalt, les lithium, les coltans, qui sont vraiment des minéraux stratégiques pour la transition écologique. Alors, il y a plus de 80 millions d'hectares de terres arables qui peuvent, bien entendu, nourrir des milliards de personnes dans le monde. Donc, il y a vraiment un potentiel d'investissement dans ce secteur. Alors, dans le contexte du changement climatique, c'est que les secteurs des ressources en eau se positionnent mieux dans le processus d'atténuation et aux effets du changement climatique. Là, nous notons par exemple l'axe sur l'intensification et le maintien des systèmes énergétiques, maintien des fonctions des écosystèmes vulnérables et des services écosystémiques tels que les tourbières. Maintenant, les tourbières deviennent un sujet phare où il y a le focus pour les investigations au niveau du bassin du Congo, les forêts inondées, les zones humides, le bassin versant. Bon, un autre axe, c'est celui de l'intensification et sédentarisation des systèmes de production agricole et sécurité alimentaire. Nous prenons là sur les corridors d'échange des biens et des services. Nous sommes dans une région pratiquement inondée lorsqu'il pleut pendant la saison de crue. C'est que il y a les routes sont impraticables et c'est difficile de pouvoir maintenir les infrastructures routières. Mais nous avons un réseau hydrographique qui nous offre environ 25 kilomètres de voies navigables et qui peut être utilisé pour le change des biens et des services entre différents pays riverains qui constituent le bassin du Congo et qui va bien entendu faciliter les désenclavements entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Alors, nous parlons aussi du maintien de l'industrie extractive telle que les minéraux consorts qui vont utiliser beaucoup d'eau. Alors, les potentiels hydrologiques de la RDC et du bassin du Congo, bien entendu, la RDC détient la part des lions du bassin du Congo qui constitue environ 80, presque 98% de la superficie du bassin du Congo. Mais en dehors du bassin du Congo, la RDC a aussi une part avec d'autres bassins fluviaux tels que le bassin du Nil, il y a le Congo-Nil, il y a aussi le bassin de Chilwango vers l'ouest et le Congo-Nil vers l'est. Alors, au sein même du bassin du Congo, il y a plusieurs sous-entités hydrologiques telles que le bassin du Kassai, Lualaba, la partie centrale, la cuvette centrale, la partie nord, le bassin de Lubangi et Sanga, etc. Donc, ils sont de grandes unités hydrologiques. Alors, la RDC détient 62% de la superficie du bassin du Congo. Qu'est-ce que ceci veut dire? C'est que, à l'instar de l'Égypte sur le bassin du Nil, à l'instar du Brésil sur le bassin de l'Amazonie, la RDC devrait jouer les rôles de leadership de premier plan dans la gestion des ressources en eau du bassin du Congo. Et cela devrait passer par la connaissance des ressources en eau du bassin du Congo, des écosystèmes, des ressources naturelles du bassin du Congo, l'expertise qui doit être développée et les investissements dans le secteur. Alors, nous connaissons un peu ces statistiques sur les plans
de la longueur des longueurs des rivières, le fleuve Congo représente environ, est en 5e position en termes de la distance parcourue. Alors, en termes de la superficie, c'est le deuxième après le deuxième grand bassin fluvial après celui de l'Amazone. Alors, en termes de volume de produits par chaque sous-bassin, ce que je venais de dire, c'est qu'il y a des grandes rivières telles que Lubangui, Sanga, Kassai et Lualaba, et qui contribuent au tronc principal du fleuve Congo qui va se déverser vers l'océan. Et c'est ça un peu l'hydrogramme que représente chaque unité hydrologique ou bien chaque sous-ensemble hydrologique du bassin du Congo. Et ici, je vais noter qu'il y a des sous-ensembles qui ont encore les débits plus élevés, plus que les autres pays, les autres bassins fluviaux de l'Afrique. Lorsque nous prenons par exemple Kassai, nous prenons Lualaba, nous prenons Ubangi, ce sont des sous-bassins, des sous-ensembles qui ont un grand débit par rapport aux autres bassins fluviaux de l'Afrique. Alors, nous avons un peu la distribution. Voilà, nous avons la distribution spatiale de ces écoulements qui commence à partir des Lualaba. Alors, ça commence à partir des Lualaba et ça progresse. Ici, nous sommes toujours là-bas et là, il y a la contribution du lac Tanganyika à l'écoulement de la rivière Lualaba dans l'unité de Lualaba. Alors là, nous avons les écoulements au niveau du Kisangani et la contribution d'autres rivières au niveau du Kisangani. Là, nous avons le moyen Congo, ou bien la partie de la cuvette centrale, la contribution à partir de la cuvette centrale, ce qui forme l'hydrogramme de crue au niveau de la cuvette centrale. Et là, nous avons la contribution de l'Ubangi qui vient s'ajouter encore au niveau du fleuve. Nous avons la contribution de Sanga, Sanga qui commence à partir de Cameroun et qui est partagé avec Congo-Brazzaville et la RDC. Ubangi est partagé entre la RDC et la République centrafricaine. Et nous avons le plateau de Bastéké qui est situé essentiellement en République du Congo. Et nous avons Kassai, le bassin du Kassai, la contribution du Kassai. Kassai est partagé entre Angola et la République démocratique du Congo. Ce que je n'avais pas mentionné pour Lualaba, c'est que Lualaba est partagé entre la République démocratique du Congo, Tanzanie, Zambie, Rwanda et Burundi. Ce sont là le pays qui constitue la sous-unité de Lualaba. Et là, c'est au niveau de Kinshasa, les modules moyens que nous avons au niveau de Kinshasa, et ça, c'est au niveau de l'embouchure ou bien au niveau de l'exutoire, l'écoulement qui est en train de se déverser par seconde, n'est-ce pas, au niveau de l'océan Atlantique. Il y a vraiment une grande préoccupation actuellement. Est-ce qu'il est censé, à l'heure actuelle, dans le contexte actuel, de pouvoir déverser ces modules d'environ 41 000 mètres cubes par seconde dans l'océan? Là, ce sont des questions, des réflexions, des questions de prise de décision pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons bien enclencher l'ère de la gestion durable des ressources en eau dans le bassin du Congo. Je ne vais pas m'attarder ça, c'est un peu le résumé de ce que je venais de représenter. La contribution de chaque sous-unité ou bien chaque sous-ensemble hydrologique à l'écoulement total du fleuve Congo. Alors, tout ceci donne lieu à ce que j'appelle les services des ressources en eau, qui sont disponibles et qui devraient être exploités, valorisés dans les bassins du Congo. Nous avons le potentiel pour l'alimentation en eau potable et assainissement, le potentiel pour développer l'hydroélectricité et exporter
l'électricité en Afrique. Alors, il y a les potentiels pour la navigation, assurer l'économie bleue, les potentiels pour l'irrigation et assurer la sécurité alimentaire, les potentiels avec la biodiversité aquatique endémique qui se trouve au niveau du bassin du Congo. Donc, ce sont là les potentiels, les potentialités qui se trouvent au niveau du bassin du Congo, les domaines dans lesquels il faut investir sur le plan scientifique, sur le plan économique. Voilà. Mais lorsque nous prenons, par exemple, l'hydroélectricité, le secteur d'hydroélectricité, ça, c'est le paradoxe que nous sommes en train de relever. C'est qu'avec environ un potentiel d'environ 100 000 mégawatts qui est disponible dans le bassin versant, il n'y a que 2700 mégawatts qui sont exploités. Et pour cela, nous avons environ 9% de la population seulement qui a accès à l'électricité. Ça, c'est le paradoxe. Comment aborder ce paradoxe? Ça demande que les scientifiques puissent s'investir, les preneurs de décisions, les experts de tous bords. Alors, c'est qu'il y a le potentiel pour pouvoir développer l'hydroélectricité et apporter, distribuer l'électricité, l'énergie propre dans le pays africain, bien entendu. Alors, il y a les potentiels en irrigation. Avec tous ces potentiels ici, tout ce volume d'eau, pour le moment, il n'y a que 62 000 hectares qui sont irrigués. Alors, parlons de l'alimentation en eau potable et assainissement, c'est aussi un casse-tête ici. Et disons que sur le volume total annuel d'environ 1300 milliards de mètres cubes par an, de mètres cubes, il n'y a qu'environ 2,8 milliards de mètres cubes qui sont prélevés par an. C'est vraiment infime. Infime. Les défis, c'est l'infrastructure, les aménagements. Il faut les aménagements, il faut les infrastructures, il faut les études pour pouvoir comprendre la dynamique des ressources en eau et améliorer l'accès aux services de ressources en eau dans le bassin. Navigation, je venais de le dire, c'est que nous sommes dans une région où maintenir les infrastructures routières, ce n'est pas facile. Alors, les réseaux hydrographiques nous donnent la possibilité de pouvoir développer les transports par navigation. Actuellement, d'ailleurs, nous avons un doctorant, M. Diamé, d'ailleurs, qui est à côté de moi, qui est en train de travailler sur ces aspects pour développer un modèle de navigation du fleuve Congo. Alors, quand nous prenons, par exemple, la navigation, les statistiques actuelles pour le bief du fleuve Congo nous donnent une durée de 12 mois de navigation, mais c'est lorsque nous sommes sur l'axe Kinshasa-Kisangani. Lorsque nous sommes sur l'axe Brazzaville-Bangui, c'est environ 8 mois. Mais cela a aussi beaucoup diminué. Donc, ce n'est plus 8 mois, c'est maintenant 5 mois. Ça, ce sont un peu les statistiques actuelles qui sont connues. Statistiques à long terme, ce n'est pas connu. Les statistiques dans le contexte du changement climatique doivent être aussi évaluées. La pêche également, la pêche et l'aquaculture, bien entendu, avec les réservoirs naturels, par exemple les lacs Tanganyika, la cuvette centrale, les différents lacs qui sont au niveau du bassin du Congo, il y a lieu de pouvoir développer l'aquaculture. Donc, c'est vraiment une possibilité d'investissement dans les secteurs. Donc, en résumé, nous pouvons dire que le bassin se révèle important sur le plan de la coopération régionale en vue de développer des stratégies du développement résilient dans le contexte du changement climatique. Nous avons des domaines possibles de cette coopération qui s'identifient comme les domaines d'hydroélectricité, navigation et ce que j'appelle l'industrie de l'eau. Alors, mais il y a besoin d'une gestion rationnelle et durable des ressources en eau. Nous devons connaître, si nous prenons le bassin du Congo comme un réservoir, qu'est-ce qui entre dans le bassin du Congo, qu'est-ce qui en sort, n'est-ce pas? Nous devons actualiser nos statistiques, nous devons actualiser nos connaissances
les différents besoins, besoins domestiques, besoins de récréation, environnement, agriculture, navigation. Alors, comment est-ce que nous pouvons établir ces besoins, les évaluer? Alors, il y a beaucoup de défis. Nous sommes en train de parler des défis, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup de défis auxquels nous sommes en train de faire face pour une gestion durable des ressources en eau du bassin du Congo. Le premier axe de défi est celui de la recherche et nouvelles connaissances. Je dirais que c'est un bassin qui était mieux étudié jusqu'aux les années 1970 par rapport aux autres grands bassins fluviaux tels que Amazon, Indonésie et consorts. Mais pour le moment, il est vraiment en arrière. Prenons seulement cette figure qui nous montre l'état des connaissances sur les ressources naturelles en Afrique. Et nous voyons que la région du bassin du, la région de l'Afrique centrale, qui est plus dominée par le bassin du Congo, vient en dernière position en termes de génération de nouvelles connaissances, en termes de publications et consorts. Alors, nous avons un peu cette figure qui doit nous interpeller. Nous avons une figure avant l'indépendance et la figure actuelle. Ça, ce sont des stations, des suivis, des ressources en eau au niveau du bassin du Congo. Il y avait environ près de 400 stations de suivi qui avaient été installées. Et actuellement, il n'y a pas plus de 20 stations qui sont opérationnelles. Les raisons sont diverses, n'est-ce pas? Mais nous devons aussi savoir que en cette période ici, les gens peut-être qui collectaient les informations, qui faisaient la lecture des échelles et consorts, ne savaient pas pourquoi ils devraient les faire. C'est ainsi que, après, bien entendu, l'époque, après l'indépendance, les gens qui se voyaient, par exemple, forcés de pouvoir aller lire, collecter les données, ils ont trouvé un ouf de soulagement et ne pouvaient plus aller pour pouvoir entretenir les échelles, entretenir les stations de suivi. C'est ainsi que nous avons assisté à un certain déclin, à tel point que pour le moment, nous n'avons pas assez de stations de suivi au sol. Et ça, c'est un problème lorsque nous sommes en train de parler d'une stratégie de gestion durable des ressources en eau. Nous sommes en train de parler des aménagements, des investissements dans le secteur des ressources en eau en République démocratique du Congo ou bien dans le bassin du Congo. Il y a la question du changement climatique. Le climat ou bien la pluie au niveau du bassin du Congo est régulé par la migration de la température de la ceinture tropicale des pluies. Alors, il y a des hypothèses telles que les réchauffements climatiques pourraient changer les mouvements de la ceinture, la ceinture de migration, la ceinture tropicale au niveau du bassin du Congo, et ce qui entamerait aussi la distribution des pluies sur les bassins. Et nous savons que l'agriculture ici est plus pluviale, ce n'est pas l'agriculture irriguée, et cela pourra entamer la sécurité alimentaire pour environ 80% de la population rurale qui ne vit que de l'agriculture. Alors, les effets du changement climatique sont certains, nous sommes en train de les voir, c'est que de plus en plus, nous sommes en train d'assister à des situations telles que nous avons plus des extrêmes de pluie, les extrêmes de sécheresse et d'humidité, et les périodes normales, les événements normaux de précipitations sont en train de diminuer. Donc, ce sont les preuves de changement climatique. L'influence du changement climatique, nous prenons le cas de Bangui. Nous avons un peu différentes phases. Nous avons connu la phase de stabilité. Nous avons connu vers les années 1960, nous avons connu la phase la plus humide. Et après, nous avons connu encore une phase un peu de stabilité. Mais maintenant, depuis 1990, nous pouvons dire que nous sommes entrés dans une certaine phase de sécheresse, ou de sécheresse bien entendu. Et cela est justifié par plusieurs études. Alors, ceci aussi conduit à l'apparition de plusieurs aléas climatiques. Nous voyons encore plus d'événements de sécheresse, plus d'événements
des maladies virales, des inondations, des glissements de terrain, de feux de brousse qui sont en train de se faire voir en intensité élevée au niveau du bassin du Congo. Ici, nous prenons par exemple, ça c'est l'événement pluvial qui a eu le 24 octobre 2022 et qui a occasionné beaucoup d'impact dans la ville de Kinshasa. Et après ça, on a aussi connu beaucoup de morts. Il y a eu environ, pour un seul événement pluvieux, environ 162 cas de décès dans un seul bassin versant. Et ceci aussi nous amène à réfléchir sur les infrastructures résilientes au changement climatique. Quels sont les types d'infrastructures que nous sommes en train de mettre pour pouvoir s'adapter aux conditions de changement climatique. Alors, il y a le cas de déforestation. Ça a commencé depuis l'époque coloniale, ça continue. Les activités minières qui se font d'une façon presque chaotique. Alors, tout ceci, nous disons que si la masse critique de la déforestation dans le bassin du Congo est atteinte, c'est qu'il y aura un bouleversement du cycle hydrologique. Alors, il y a l'expansion des cités qui n'est pas accompagnée des infrastructures adéquates, mais qui a aussi des impacts vraiment des impacts négatifs sur les systèmes des ressources en eau, comme ce que nous sommes en train de voir ici. Il y a les phénomènes des érosions, les phénomènes de sédimentation des cours d'eau, et ça impacte les structures hydrauliques qui sont dans le bassin versant. Et ceci, ce sont des conditions qui mènent au conflit, puisque si les ressources en eau ne sont pas fournies, les services des ressources en eau ne sont pas distribués d'une façon équitable, c'est que c'est une cause des conflits. Donc, la justice non distributive. Nous parlons un peu des cas de pollution. Je ne sais pas si cette vidéo va jouer auprès de vous là-bas. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Voilà, la pollution plastique, les inondations. Je ne sais pas si vous voyez. Mais on ne voit pas la vidéo, mais nous voyons juste la slide. Non, vous ne voyez pas la vidéo. Oh, alors là, je dois arrêter la vidéo comme vous ne voyez pas. Merci. Mais il y a une vidéo qui est en train de se jouer ici. Voilà. Alors, nous avons un autre cas, c'est celui de l'hydrodiplomatie ou guerre de l'eau. Depuis un certain temps, au niveau du bassin du Congo, les décideurs, les politiciens, les scientifiques, le mot qui est à la bouche, aux lèvres, c'est la guerre de l'eau. Alors, disons qu'il y a un contexte qui a précédé ceci, c'est le contexte de la pénurie d'eau ou bien diminution sensible de l'eau au niveau du bassin du lac Tchad, qui avait perdu presque 90% de sa superficie mouillée. Et cela a fait que les populations, notamment les peuples pasteurs morts, qui s'alimentaient, donc qui maintenaient ces activités d'élevage sur la base des ressources en eau du lac Tchad, ne pouvaient trouver d'autres moyens que migrer vers le sud, vers le bassin du Congo. Mais en plus de cela, il y a aussi les conflits armés de Boko Haram autour du bassin du lac Tchad qui a créé l'insécurité vis-à-vis de peuples pasteurs morts. Alors, ils viennent au niveau du bassin du Congo, mais ce n'est pas sans conséquence, bien entendu. C'est qu'il y a maintenant des conflits entre les communautés migrantes et les communautés locales. Des conflits entre les pasteurs et les agriculteurs. Les conflits autour des animaux, des maladies zoonotiques qui viennent avec les animaux qui sont amenés dans le bassin du Congo.
Donc, c'est qu'il y a beaucoup de conflits dans ce sens-là. L'autre manche des conflits, c'est celui du projet Transaqua, où on veut prendre l'eau du bassin du Congo, environ 3000 mètres cubes par seconde, pour alimenter le lac Tchad, mais pas seulement alimenter le lac Tchad, faire revivre l'économie aquatique, je peux appeler l'économie aquatique des pays du Nord. Donc ça aussi, c'est une grande question des conflits, à tel point qu'au niveau de la RDC, on a fait voter une loi au Parlement telle que tout projet ou bien toute acceptation de transformer des eaux de la République démocratique du Congo vers d'autres pays devrait passer par le référendum populaire. Donc, c'est un peu ça, déjà, un autre cas de conflit. Donc, ça, c'est un peu la carte des migrations, mais ces migrations n'ont pas commencé maintenant, ça a commencé il y a eu des vagues de 1940, des vagues de 1980, des vagues de 2000, des vagues de 2012 et des vagues de 2016 à 2017. Donc, il y a eu plusieurs vagues, bien entendu. Et lorsque nous voyons souvent, nous voyons que, et surtout les premières vagues sont liées aux conditions de sécheresse dans la partie nord du bassin du Congo qui est caractérisé par le lac Tchad. Alors, ici, nous avons un autre cas de la pollution des eaux du bassin du Congo, notamment des rivières, la rivière Kassai et la rivière Chikapa, à partir d'une station, d'une entreprise d'exploitation minière qui se trouve au niveau de l'Angola et qui a des parts partagées par, il y a des sociétés chinoises qui sont impliquées, des sociétés russes qui sont impliquées, mais il y a aussi des sociétés, une autre part angolaise. Alors, il y a eu une grande pollution qui a conduit au décès. Il y a eu 12 cas de décès qui avaient été enregistrés en 2021. Il y a eu des tonnes de poissons qui flottaient, qui étaient morts. Et il y a eu plusieurs autres impacts juste à cause de cette pollution. Mais disons que cette situation se trouve encore au niveau du tribunal. Ça n'a pas encore été réglé. Et que nous venons aussi de publier un autre article dans ce sens pour pouvoir corroborer les arguments dans le sens des pollutions et des compensations des populations qui en avaient été victimes. Alors, nous disons, face à tous ces défis, quelle est notre part de responsabilité? En termes de données disponibles, quelles sont les données que nous avons pour pouvoir faire face à ces situations, à tous ces défis? L'état actuel de nos connaissances, quel est l'état actuel de nos connaissances sur la dynamique des ressources en eau dans le bassin du Congo? Ressources techniques et technologiques et financières qui sont disponibles, qu'est-ce que nous avons en main? Et les ressources humaines et expertise. Voilà les grandes questions dont je n'ai pas peut-être de réponse ici à l'immédiat, mais qui vont susciter bien entendu des éléments de réflexion. Alors, ici, je dirais que nous avons besoin de ce que j'appelle system thinking, donc d'une approche raisonnée à la gestion, développement des ressources en eau, des systèmes de ressources en eau dans le bassin du Congo. Et ces systèmes, nous devons avoir des approches holistiques, ne pas voir un problème d'une façon sectorielle, mais plutôt aborder les problèmes d'une façon holistique. Nous avons besoin, il y a les problèmes de qualité des eaux et nous devons avoir des qualités des eaux qui correspondent à leur usage. Nous avons des problèmes, nous devons maximiser les bénéfices des ressources en eau. C'est que l'eau douce a une valeur économique dans tous ses usages et devrait être traitée comme un bien économique. C'est un principe de gestion de l'eau. Alors, nous devons travailler sur l'efficience, les technologies innovantes. Nous devons inclure les parties prenantes. Nous devons voir le cadre institutionnel. Donc, ce sont des questions qui doivent, bien entendu, attirer notre connaissance. Donc, le besoin d'une stratégie de gestion durable des ressources en eau devrait reposer, d'une part, d'ailleurs, je dirais que c'est la réflexion au niveau national actuellement, comment est-ce que nous pouvons développer un modèle économique alternatif qui puisse permettre la conservation
des ressources naturelles qui se trouvent dans le bassin ou bien en République démocratique du Congo, mais en même temps permettre le développement ou bien le bien-être socio-économique des populations. Donc, c'est un peu ces deux principes ici qui doivent être complémentaires. Ça, c'est vraiment une matière de réflexion. J'avais déjà évoqué ceci et je reviens encore. Il y a des moments, c'est ce que j'appelle perte saisonnière. Il y a des moments au niveau du fleuve Congo, au niveau du bassin du Congo, nous avons un module moyen qui dépasse 70 000 mètres cubes par seconde et que nous sommes en train de verser à chaque seconde dans l'océan. Ceci est une perte ou bien un gain. Alors que si nous voyons la situation sur le plan régional, nous voyons qu'il y a des pays ou bien des communautés qui sont dans une situation de pénurie. Est-ce que l'océan a-t-il besoin de tous ces volumes d'eau? OK. Si oui, quelle est la situation lorsque nous sommes pendant la période de tillage, par exemple, la période des saisons sèches? Et quels sont les impacts? Pouvons-nous apprendre quelque chose, quelques leçons à partir de là? Ça sont des questions de réflexion. Alors, je vous présente ce triangle de gestion des ressources en eau qui est presque la base de la gestion intégrée des ressources en eau, où nous avons la durabilité de l'écosystème, l'efficience économique, équité sociale. Et pour pouvoir réaliser les objectifs de ce triangle, c'est que nous avons besoin des instruments de gestion, nous avons besoin d'un environnement favorable, les politiques de l'eau, la législation, les réglementations. Nous avons besoin des institutions effectives et efficientes. Alors, tout ceci, qu'est-ce que nous faisons en tant que centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, au niveau du bassin du Congo? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nos travaux, à la limite de nos moyens, c'est que nous faisons des investigations hydrologiques. Ici, par exemple, je vous montre les investigations que nous avons faites de 2017 à 2019 sur le bief Kinshasa et Kisangani sur une distance d'environ 1700 km. Et que nous avons fait des mesures de bathymétrie, des mesures de débit, la sédimentologie et qu'on sort pour pouvoir étudier notre système. Disons que des investigations hydrologiques de cette envergure sont très, très rares et je peux dire que sans pour autant, sans embâche ni trompette, je peux dire que serait une deuxième investigation, une première investigation hydrologique dans les temps contemporains après les investigations que le Belge avait vraiment réalisées sur le bassin des Cours. Alors, ici, c'est que nous sommes en train d'installer un certain nombre de stations automatiques d'enregistrement des niveaux d'eau, installer des stations de contrôle des qualités des eaux, des sédiments, faire des investigations hydrologiques et puis rencontrer les populations locales, par exemple ici où nous sommes en train d'échanger avec les populations locales, connaître, apprendre les savoirs endogènes qui peut aussi instruire nos actions de recherche. Alors, ce sont quelques résultats que nous avons obtenus. Vous allez voir ici, par exemple, nous avons un canal d'environ 2,6 km, n'est-ce pas, de largeur. Ici, nous avons présent un canal d'environ 1,8 km de largeur. Ce sont vraiment des grands cours d'eau. Ici, nous avons un canal, par exemple, un bief d'environ 3 km que nous sommes en train d'investiguer. Et vous comprenez que ce n'est pas vraiment facile. Alors, ce sont les différentes données que nous avons obtenues. En plus de ceci, nous avons quand même nous avons développé des modèles hydrologiques que nous avons, des modèles hydrologiques, des modèles d'aide à la prise de décision. Par exemple, pour le moment, nous avons les modèles nous avons les modèles WIPO, nous avons les modèles Bitman, des modèles hydrologiques semi-distribués que nous avons développés pour le bassin du Congo. Nous avons un système d'information de gestion intégrée des ressources en eau que nous avons développé. Ici, le système a été présenté auprès des parties prenantes, auprès des membres du gouvernement, pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment le promouvoir. Alors, notre système d'information
à des thématiques. Il y a des thématiques sur l'identification des sous-bassins, les climats, les caractéristiques physiographiques, l'hydrologie, les risques, les usages de l'eau. Bien entendu, elle n'est pas encore complète. Nous sommes en train de compléter ce système d'information, mais il est déjà en ligne. Ici, c'est par exemple les types d'informations que nous sommes en train de disponibilité pour notre système d'information. C'est que c'est par chaque sous-bassin, aussi par rivière, par chaque rivière, nous sommes en train d'évaluer les potentiels, par exemple, en navigation, hydroélectricité, navigation, irrigation, etc. Donc, quels sont les usages? Alors, tout ceci, nous avons aussi, donc, nous avons les informations, mais il faut aussi développer les ressources humaines. C'est ce que l'Université de Kinshasa, comme je vous l'ai dit avant, venait de créer l'école régionale de l'eau. Et dans l'école, nous avons un programme de master en ressources en eau qui aborde 5 spécialisations. Nous avons une spécialisation en eau et biodiversité. Deuxième spécialisation, c'est eau et énergie. Troisième spécialisation, c'est eau et navigation. Quatrième spécialisation, c'est eau potable et assainissement. Et cinquième spécialisation, c'est eau, irrigation et aménagement hydro-agricole. Disons que ces spécialisations sont orientées sur la base des potentiels services de ressources en eau qui sont disponibles au niveau du bassin du Congo. Alors ici, c'est notre première promotion qui est constituée. Nous avons des ingénieurs agronomes, ingénieurs civils, ingénieurs des bâtiments et travaux publics, les environnementalistes. Nous avons ceux qui ont fait maths info, les hydrologues, les économistes, les géographes, les chimistes, les géologues et les ingénieurs pétroliers qui sont dans notre première promotion qui est constituée de 45 apprenants au niveau de master. Alors, ici, nous avons aussi 6 femmes de cette promotion et nous avons environ 34 hommes. Nous avons des étudiants internationaux, nous savons ceux qui viennent de Kinshasa et ceux qui viennent des provinces et ceux qui viennent des universités, des ministères ou bien d'autres institutions spécialisées pour les services des ressources en eau qui sont au niveau du pays. Alors, nous avons aussi des programmes d'échange avec certaines universités. Par exemple, ici, nos étudiants étaient partis à l'école d'été en Afrique du Sud. Alors, ce sont des professeurs et des apprenants qui s'étaient réunis pour pouvoir réfléchir pour certaines orientations du programme. Et nous faisons aussi la dissémination. Nous avons écrit ces livres qui est écrit en anglais et en français, qui est vraiment disponible en ligne. Nous avons aussi écrit l'autre livre qui est sur les nexus climat, eau, migration, conflit dans le bassin du Congo, analyse des interactions en vue de renforcer la résilience des communautés. En termes de perspectives pour chuter, c'est que j'aimerais évoquer ceci, il y a besoin de maîtriser et améliorer les connaissances des facteurs hydroclimatiques, socio-économiques et environnementaux susceptibles d'avoir une incidence sur la dynamique des ressources en eau et les services qui en résultent. Nous avons besoin de renforcer les systèmes de suivi qualitatif et quantitatif des eaux pour prévenir la disparition des cours d'eau. Nous sommes en train d'assister à la disparition de certains cours d'eau, bien entendu, prévenir les risques et la dégradation de la biodiversité aquatique. Nous avons besoin d'améliorer la participation et la capacité technique des parties prenantes pour accroître l'accès durable aux services de l'eau. Et enfin, nous avons besoin d'initier et mettre en œuvre des projets intégrateurs qui facilitent l'accès aux services de ressources en eau et le bien-être socio-économique et réduisent la pression sur les bassins versants. Et pour conclure, je dirais l'union fait la force. Nous avons besoin de pouvoir assurer les transferts des technologies, le partage des connaissances, le partage d'informations pour que nous puissions arriver aux objectifs globaux de développement durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Raphaël Chimanga. Je pense que vous allez rester en ligne parce que nous allons prendre les questions après la présentation du professeur Sandra, à qui nous accordons la parole. Donc, merci, professeur Chimanga, pour cet aperçu des diverses problématiques qui sont évidemment très vastes au Congo. C'est un pays très grand, très large, avec beaucoup d'eau, comme on l'a vu. Et donc, moi, l'idée était que j'essaye de faire un peu le pendant de ce qu'on a vu,
mais par rapport à la vision du Nord. Mais les problèmes sont assez différents et je vais essayer d'expliquer plutôt ce que dans l'expertise qu'on a développée, on peut mettre en œuvre pour répondre en partie à une série de questions. Et je vais faire ça en m'appuyant sur une expérience qu'on a eue essentiellement avec un autre pays dans lequel les ressources en eau sont un vrai problème, c'est Haïti, avec lequel j'ai l'occasion de collaborer beaucoup. Mais alors, avant d'entrer dans tout ça, peut-être se reposer la question des préoccupations générales dans le monde sur l'eau à l'heure actuelle. Donc vous savez qu'il y a moins d'un mois ou un mois environ, il y a eu la conférence sur l'eau de l'ONU. J'en ai tiré quelques conclusions. Le secrétaire général appelle à placer l'eau au centre de l'agenda politique mondial, évidemment. On s'engage à donner vie à un programme d'action sur l'eau au service de notre avenir commun. Les intervenants plaident pour des solutions fondées sur la nature et un renforcement des systèmes d'alerte précoce. On invoque la coopération transfrontalière et la diplomatie pour une utilisation équitable de l'eau, ce qui est important aussi, et on l'a vu dans la présentation précédente, qu'il y a évidemment une série de conflits qui peuvent être liés à l'eau. Les délégations affaiblies par les crises appellent à davantage de coopération et de financement pour gérer cette ressource précieuse. Et puis, M. Guterres préconise d'essayer de trouver des remèdes pour lutter contre la surconsommation vampirique de l'eau, combler des lacunes, investir, renforcer la résilience et l'action pour le climat. Et donc l'eau, c'est évidemment une préoccupation majeure, une préoccupation très importante qui touche très fortement des pays comme le Congo, mais qui en touche d'autres aussi dans le monde. Et quand on parle de problèmes d'eau, on peut évoquer d'une part les pénuries d'eau. Alors, les chiffres divergent, on n'a pas toujours les mêmes, mais les tendances sont en fait un peu tout le temps les mêmes. On sait qu'on va vers une aggravation des problèmes de stress hydrique. Le stress hydrique est défini comme le fait qu'un pays consomme davantage de ressources en eau, ou en tout cas une part très importante des ressources en eau dont il dispose par les précipitations et l'arrivée de l'eau dans les fleuves, qu'il consomme plus que ce qu'il n'a. Alors évidemment, on pourrait dire on peut puiser dans la nappe, on peut creuser des puits de plus en plus profonds. Ce sont des défis que des ingénieurs sont capables de relever, mais ce n'est évidemment pas durable. Alors si on regarde cette carte, évidemment, on se rend compte que le Congo est tout bleu, donc il n'est pas, a priori, soumis à des risques de stress hydrique. Mais il y a quand même un nombre important de pays en rouge. Et l'autre versant des problèmes liés à l'eau, ce sont les inondations catastrophiques. J'ai pris quelques exemples belges, puisqu'on a connu des événements catastrophiques durant l'été 2021, mais évidemment, il n'y a pas que la Belgique qui est touchée. J'ai mis aussi l'exemple du Pakistan, qui était récent aussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si vous vous souvenez de la carte précédente, aussi bien la Belgique que le Pakistan sont en rouge sur cette carte. Donc ce sont des pays dans lesquels on a aussi un risque de stress hydrique. Donc on peut avoir à la fois des extrêmes, des sécheresses extrêmes et des inondations extrêmes. On l'a dit dans la présentation précédente, les extrêmes ont tendance à devenir de plus en plus fréquents. Et donc ça appelle à une gestion des ressources qui tiennent compte de tout ça. Le Congo, on l'a vu, souffre aussi de problèmes graves d'inondation. Donc ces questions doivent être traitées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Disons que, modestement, dans notre équipe de recherche et avec des projets de coopération divers, on essaye de s'attaquer à ces problèmes, mais à une échelle qui est plus locale, avec l'aide de réseaux de coopération internationale. Donc, ce que je vais présenter, en fait, est issu de collaborations qui se font au sein du RECIF, qui est le réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie. C'est un réseau qui regroupe des universités francophones du Nord et des universités francophones du Sud, plusieurs pays africains. Le Congo n'est malheureusement pas représenté, mais il y a d'autres pays africains qui y sont. Il y a aussi Haïti dans ce réseau, et c'est sur base de ce réseau qu'on a pu obtenir un financement de l'ARES, de la coopération au développement belge, pour travailler sur les questions de
de risques liés à l'eau en Haïti. Donc vous voyez quelques illustrations ici. Et en fait, c'est sur base de ces travaux que je vais vous présenter ce qui suit. Et je voudrais remercier évidemment les personnes qui ont contribué. Dans le cadre de ces projets ARES, on a pu former déjà plusieurs doctorants, dont Adermus Joseph, Gérardson Mathieu, qui ont terminé leur doctorat, Rothschild Louis, qui réalise actuellement sa thèse dans le cadre de ce projet et qui touche à des questions qui sont celles qui vont nous occuper. Et donc, je les remercie évidemment, puisque une partie des travaux que je vais présenter sont issus de ce qu'ils ont fait. Alors, quand on a évoqué avec le professeur Chimanga la question des données, et il vous a montré la carte du réseau de mesure au Congo, réseau de mesure pluviométrique qui était extrêmement dense jusqu'en 1960, et puis les stations n'ont plus été maintenues, et le réseau s'est fortement réduit. Or, quand on veut étudier les questions d'eau, qu'il s'agisse de pénurie d'eau ou bien de surabondance d'eau et de risque d'inondation, on a besoin de savoir de quoi on parle. On a besoin de savoir quelle est la quantité d'eau qui arrive sur le pays. Et ici, je vous ai mis simplement à titre d'exemple le réseau de pluviomètres en Wallonie, ici à droite, qui est assez dense, et le réseau de pluviomètres à l'heure actuelle en Haïti. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc les pluviomètres sont les stations illustrées en rouge, les autres sont d'autres types de stations de mesure. Si on regarde par rapport à la taille du territoire, eh bien on en a plus de 5 par 1000 km² en Wallonie, moins d'une en Haïti, moins d'une par 1000 km² en Haïti. Mais on a aussi beaucoup de stations manuelles, de stations qui ne sont pas automatisées, comme celle que j'ai illustrée ici. En fait, un pluviomètre, c'est quelque chose de très simple finalement. C'est un récipient dans lequel on récolte la pluie, et puis on peut manuellement regarder chaque jour combien d'eau on a récolté. C'est pas très pratique pour gérer et utiliser les données. En Belgique, on a la chance d'avoir un réseau de mesure dense dans lequel les données sont télétransmises et on peut les récupérer automatiquement pour faire toute une série d'études. En Haïti, très peu de données sont télétransmises. Elles sont parfois dans certaines stations qui sont bien gérées. On peut les récupérer sur un disque dur, on peut avoir beaucoup de données. Et puis à d'autres endroits, les stations sont manuelles. Elles sont installées au gré des différents projets et puis abandonnées. Et donc, c'est difficile d'avoir suffisamment de données. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Puisqu'avec très peu de données, on est en difficulté pour faire les études. Et là, les techniques qui sont développées à l'heure actuelle permettent de commencer à apporter des réponses à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on dispose de données satellites qui, elles, sont très très abondantes. La Terre est entourée de satellites qui tournent autour, on a beaucoup d'images et on a de plus en plus de données. Et un nombre important de ces données sont accessibles par tout le monde de manière publique et gratuite. Et ça, c'est un énorme changement parce que ça permet d'accéder à des données pluviométriques aussi pour des zones qui ne sont pas couvertes. Et donc, c'est ce qu'on a utilisé en Haïti notamment. Alors là, je vous montre ici la comparaison entre des mesures au droit d'un pluviomètre et des mesures satellites de pluie pour voir si on peut effectivement se fier à ces satellites dans des endroits où on a peu de mesures. Il s'agit d'un événement catastrophique qui avait frappé le pays en 2016, l'ouragan Matthew, qui a provoqué de graves inondations dans le sud du pays. On voit qu'évidemment la concordance entre les données satellites, donc en rouge, et un pluviographe qui est installé dans cette même région ne sont pas exactement les mêmes, mais elles sont suffisamment proches. Ce qui veut dire que dans des zones où on n'a pas de données, à l'heure actuelle, même s'il n'y a pas de pluviomètre installé, on peut se servir de données satellites. Donc ça, c'est déjà un point important où des technologies qui ont été développées et sont accessibles permettent de combler le manque de données. Un autre domaine dans lequel il est capital d'avoir des données pour faire des études liées à l'eau, c'est la topographie et la bathymétrie, donc la topographie du fond de la rivière. Si on compare les situations belges et haïtiennes, en Belgique, on a une couverture assez importante du territoire et on a un modèle numérique de terrain, donc MNT, d'une précision de 1 mètre sur 1 mètre, et à n'importe quel endroit de la Belgique, on connaît avec une bonne précision l'altitude.
Ces modèles numériques de terrain, le dernier en date d'avant 2014, mais il est en cours de réactualisation et le pays a la maîtrise complète de la réactualisation de ces données. On a la chance aussi d'avoir une topographie qui est assez fixe. On n'a pas en Belgique beaucoup de glissements de terrain, d'érosion de berges, de changements morphologiques. Et donc on peut se fier à ces données. Et on a la chance également d'avoir accès à des orthophotos de bonne qualité. On voit ici pour une zone de 100 mètres sur 60 mètres, à une échelle d'un 5/100e, ce que ça donne. Et vous avez déjà sans doute tous pu faire l'expérience, on a une vue assez détaillée aérienne du pays. Si on compare avec ce qu'on a en Haïti, il existe un modèle numérique de terrain assez précis lui aussi, en fait, 1,50 m sur 1,50 m. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Il faut savoir qu'à peu près partout dans le monde, on a un modèle numérique de terrain de base, une grille de 30 mètres sur 30 mètres qui est accessible de manière publique. 30 mètres sur 30 mètres, c'est bien pour certains types d'applications, c'est pas suffisant quand on veut des données précises. Seulement, le modèle numérique de terrain haïtien date de 2014. Il a été obtenu sur base de fonds liés à des collaborations internationales et on ne sait pas très bien quand il sera réactualisé. Or, Haïti est un pays qui subit beaucoup de catastrophes naturelles et donc beaucoup de changements morphologiques sur le terrain, des glissements de terrain qui font qu'on devrait pouvoir réactualiser ces données de manière plus fréquente. D'autre part, les orthophotos dont on dispose pour Haïti sont de qualité assez variable. Donc on voit ici la différence de résolution et ça ne permet pas toujours des analyses suffisamment fines. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on peut aller reprendre des mesures manuellement. Par exemple, donc voici ici un doctorant qui prend des mesures. C'est une rivière, la rivière La Rouillonne, un peu au sud de Port-au-Prince, qu'on étudie actuellement. Et donc, il y a des levées topographiques qui ont été faites. Mais on se rend bien compte que faire ça, c'est évidemment extrêmement fastidieux de le faire manuellement si on veut réactualiser les données. Alors ici, on voit qu'on a fait 2 levées, l'un en 2020, l'autre en 2021. Pourquoi ? Ben, sur cette rivière, il y a un pont qui est illustré ici, le pont Vincent. Et vous voyez que manifestement, on a d'importants problèmes de sédimentation. Donc en 2020, il ne restait plus que 80 cm de passage sous le pont à cause d'accumulation de sédiments qui viennent lors d'écoulements, lors d'épisodes de pluie importantes. La rivière charrie beaucoup de sédiments qui viennent se déposer. 1 an plus tard, il ne restait plus que 22 cm de passage pour l'eau sous ce pont. Ça montre plusieurs choses. D'abord qu'il y a la morphologie, la rivière évolue très rapidement. Il est donc important de pouvoir mettre à jour les données de manière fréquente. Mais en plus, ça cause des risques importants puisque vous vous rendez bien compte que si l'eau ne peut plus passer sous le pont, ben elle va passer au-dessus, elle va déborder, elle va inonder les terres avoisinantes. Et les terres avoisinantes, ben c'est la ville de Léogane qui est fréquemment inondée. Quelle réponse est-ce qu'on peut apporter avec des technologies qu'on a pu développer ici et qui sont maintenant accessibles ? Eh bien, oui, ici, c'est juste, je voulais vous le montrer avant, ben, c'est juste une autre illustration de cette différence de bathymétrie dont on se rend bien compte sur les photos. Une réponse qu'on peut apporter, eh bien, c'est l'utilisation de technologies qui deviennent de plus en plus accessibles, comme par exemple les mesures de topographie par drone. Et ça, c'est assez intéressant parce que on a ici, avec nos collègues haïtiens, pu réaliser des mesures avec un petit drone équipé d'une caméra GoPro, un drone qui coûte moins de 2000 €, donc du matériel tout à fait accessible, assez bon marché, équipé d'une petite caméra. Et en survolant avec ce drone la rivière, en mettant une série de donc les GCP, Ground Control Points, des balises en fait au sol, comme on voit ici, eh bien, en survolant la rivière avec le drone, en filmant, on peut, par des techniques de reconstruction de topographie 3D, avoir des mesures très précises de la topographie. Et ça, c'est intéressant parce que ça se fait assez facilement, de manière légère, rapide. On acquiert une quantité importante d'images, de manière pas très coûteuse, et puis on transforme ça en mesures de topographie. Alors voilà le processus qui est illustré ici. On acquiert les photos, le logiciel traite ça, repère les points, recalibre la caméra pour trouver l'altitude et on en tire un modèle numérique de terrain qui se révèle d'une grande précision et donc très utile. Si on regarde par exemple une section de la rivière ici, d'abord on voit qu'effectivement à partir des images qu'on a pu obtenir par drone, on a une résolution bien supérieure à la résolution des images officielles.
Et puis, lorsqu'on compare les mesures sur la section, eh bien, on voit que le relevé par drone, donc en rouge, coïncide assez bien avec le relevé manuel en bleu, mais pas du tout avec le relevé officiel en vert, parce qu'entre-temps, la rivière a bougé, les berges se sont érodées. Et donc on dispose là d'une technique qui est maintenant éprouvée, qui peut être mise en œuvre par des personnes locales sur le terrain pour faire des vérifications de manière peu coûteuse, pour autant qu'on puisse acquérir l'expertise. Et donc ça permet de s'affranchir de l'attente de grands financements internationaux qui permettent de refaire un survol complet du pays. On peut évaluer de manière beaucoup plus fréquente les évolutions morphologiques qui se produisent et la couverture du terrain notamment. Alors, tout ça, à quoi est-ce que ça peut servir? Là, c'est utile pour évaluer les risques. Si on veut évaluer les risques liés à l'eau, on a besoin de ces données. Et comment est-ce qu'on le fait dans le cas de risque d'inondation? On doit d'abord définir l'aléa, connaître les pluies. On a vu qu'on pouvait le faire avec des données satellites accessibles assez facilement, connaître les profondeurs d'eau, les vitesses d'écoulement. Et ça, on va le faire en ayant recours à la modélisation numérique, puisque là aussi, on a de plus en plus de logiciels accessibles librement. Donc, il n'est pas nécessaire d'acheter des outils de simulation coûteux. Il suffit, entre guillemets, d'acquérir l'expertise de leur utilisation, mais l'utilisation n'est pas coûteuse. Ce qui est important pour définir le risque, c'est de croiser cet aléa avec la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, ça c'est une perception qui est très locale, qui comporte une part importante de subjectivité, d'où l'importance aussi d'impliquer très fortement les acteurs locaux dans ces définitions, parce qu'on n'a pas tous les mêmes perceptions. Alors ici, ce qui est illustré en dessous, c'est la ville de Cavaillon, qui a été fortement touchée en 2016, lors de nouveau de cet ouragan Matthew. Et sur base de ce qui s'est passé lors de cet ouragan, on a, avec les doctorants du projet, appliqué en fait cette méthodologie pour essayer d'établir des cartes de risque pour la région, à partir d'outils, comme je l'ai dit, qui sont très bon marché, libres d'utilisation. Simplement, il faut acquérir l'expertise. Alors, ce qu'on voit là, c'est une zone de la rivière de Cavaillon, enfin un morceau de la rivière de Cavaillon, au bord de laquelle se trouve la ville de Cavaillon. Le contour pointillé rouge, c'est la zone qui a été inondée en 2016. Et puis, le reste, ce qui est coloré, c'est ce qu'on a obtenu lors des premières simulations numériques. Là, on peut se dire que tout ce que j'ai dit ne vaut pas grand-chose parce que manifestement, on n'a pas bien reproduit l'étendue de la zone inondée. C'est là de nouveau que l'expertise locale intervient et qu'elle est très importante. Parce qu'en fait, en allant sur place ou en dialoguant avec des personnes qui connaissent bien les lieux, on se rend compte que l'inondation, elle n'a pas été due uniquement au débordement de la rivière à cause de la crue importante. Elle a été due aussi à un ruissellement important qui est venu des ravines qui ont apporté beaucoup d'eau latéralement. Les ravines, on en a vu illustré aussi dans la présentation précédente. On a en fait une accumulation de ruissellement dans certains petits creux de vallées qui creusent de petites rivières, qui transportent énormément de sédiments et amènent beaucoup d'eau et contribuent grandement aux inondations. Une deuxième simulation qui tenait compte de ces ravines montre qu'on reproduit beaucoup mieux l'étendue de la zone inondable. D'où l'importance de connaître le terrain, évidemment, et de ne pas faire tout ça de loin. Alors, une fois qu'on a fait ça, si on veut faire des cartes de risque, comme on l'a dit, il faut évaluer la vulnérabilité. Mais la vulnérabilité, de nouveau, il faut bien entendre ce qu'on veut définir. Est-ce que c'est par rapport aux humains, aux personnes qui sont en danger ou pas, aux infrastructures qui pourraient être détruites, ou les cultures, c'est important aussi. Donc, de nouveau, ce sont des définitions assez subjectives qui dépendent des perceptions et des besoins locaux de la population, qui n'ont pas toujours les mêmes définitions partout. Donc, on l'a fait ici pour le risque humain. Comme on l'a dit, pour évaluer le risque, on croise l'aléa qui est ici avec la vulnérabilité. Et une des particularités, c'est que par exemple dans l'étude, dans le cadre du projet, on s'est rendu compte que nous, intuitivement, avec notre perception ici, on aurait tendance à dire les écoles sont des lieux à protéger absolument, des lieux très vulnérables parce qu'il y a des enfants.
Et là, en Haïti, ils nous ont dit, mais non, 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 pas du tout, parce que quand on sait qu'une catastrophe va arriver, les enfants ne vont plus à l'école, il n'y a plus personne dans les écoles quand il y a des alertes. Et donc, ce sont plutôt les habitations privées qui sont à protéger. Et là, de nouveau, ça illustre l'importance d'une connaissance de terrain et d'une bonne connaissance de ce que souhaitent réellement les populations. Alors, on croise ces deux cartes et on en fait une carte de risque. On peut répliquer la procédure pour évaluer le risque matériel aussi, ou le risque pour les cultures. Et évidemment, ça donne des zones différentes. Ce type de cartes, on peut après les utiliser, et ça a été fait dans le cadre des projets, avec les autorités locales pour essayer de voir comment protéger les populations, bien ceux qu'ils souhaitent protéger, comment informer les gens, comment améliorer les systèmes d'alerte. Et ça, c'est la démarche qu'on essaye de développer. Alors, on travaille évidemment à une échelle complètement différente de l'échelle qu'on a vue précédemment du Congo complet. Mais dans un pays comme Haïti, où vous savez que la situation politique actuelle est assez catastrophique, l'État ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Mais par contre, on a des partenaires universitaires et des personnes qui, elles, sont vraiment capables de faire beaucoup de choses. Et donc, l'idée, c'est de développer plutôt des initiatives à plus petite échelle, plus locales, parce que la gestion à l'échelle de tout le pays, elle est bloquée pour l'instant. Mais par contre, il y a des tas de communautés locales qu'on peut aider, qui peuvent être aidées, qui peuvent bénéficier de ces connaissances, de ces outils qui existent. Et ce en quoi on croit, c'est qu'en résolvant une série de petits problèmes à une échelle plus locale, eh bien, on va pouvoir contribuer aussi à la résolution des plus grands problèmes. Et donc, c'est par là que je voudrais terminer. C'est l'importance de la transmission des savoirs, parce que des savoirs pour utiliser toutes les nouvelles perspectives offertes par les développements technologiques. On a beaucoup d'outils qui existent, qui permettent aux acteurs locaux d'acquérir aussi de nouvelles compétences pour pouvoir répondre à des questions sans avoir besoin toujours de faire appel à des consultants internationaux qui détiendraient un savoir plus important. Non, il y a à l'heure actuelle beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés et donc en transmettant des savoirs et des compétences, on peut augmenter les capacités locales pour répondre à des questions aussi plus locales, surtout dans des cas où l'État central serait défaillant pour apporter une réponse coordonnée à l'échelle du pays. L'importance de l'ancrage local, ça aussi on l'a vu, c'est pour ça aussi que c'est important de travailler avec des acteurs locaux qui connaissent bien le pays et pas uniquement des personnes qui viendraient de loin avec leur vision, qui n'est pas forcément la vision la plus adaptée. D'où la dernière question, l'échelle de travail. À quelle échelle faut-il travailler? Évidemment, dans un monde idéal, on espère que tout ça puisse être coordonné par l'État, comme on a la chance de le faire, de le vivre en Belgique. Mais là où c'est pas possible, on peut quand même apporter pas mal de solutions en développant des expertises plus locales et en s'appuyant sur des compétences locales qui sont à développer. Voilà, donc c'est ce que je vais dire en réponse à ça et je vous remercie pour votre attention.